Je ne sais pas combien d'entre eux sont infectés, alors vous devez écouter attentivement. C'est une question de vie ou de mort. Ils arrivent en plein après-midi, leur fourgonnette blanche et carrée sillonnant les rues du quartier, ce carillon familier de la chanson du marchand de glace qui retentit des haut-parleurs montés sur le toit, attirant les enfants du quartier. Si vous entendez la chanson, celle que tout le monde connaît, couvrez-vous les oreilles jusqu'à ce que vous soyez à l'intérieur. Une fois à l'intérieur, fermez les rideaux, accroupissez-vous dans le coin le plus sombre de votre maison et attendez que la tempête passe. Et quoi que vous fassiez, ne laissez pas vos enfants s'approcher de la fourgonnette. Je ne sais pas comment cela a commencé ni si cela se terminera, je ne pense pas que ce soit le cas, mais la seule chose qui compte, c'est que vous suiviez les règles. C'est une liste incomplète. Je ne sais pas tout, et je ne veux pas le savoir. Mais j'en sais assez pour créer un guide de survie qui pourrait empêcher d'autres de connaître la ruine qui a détruit ma famille. Alors, si vous voulez rester en vie, écoutez attentivement. Couvrez-vous les oreilles lorsque vous entendez le carillon. Assurez-vous que vos enfants le font aussi. S'ils peuvent l'entendre, la fourgonnette les attirera comme un aimant. Si cela se produit, il est déjà trop tard. Si votre enfant s'approche de la fourgonnette, tournez-vous et courez. Il est perdu, comme s'il était parti pour de bon. Il est inutile d'essayer de le sauver, c'est une chose lâche à faire, mais sauvez-vous. La règle précédente devient plus importante si vous avez d'autres membres de votre famille. Si vous disparaissez aussi, il viendrait vous chercher. Et la fourgonnette attendra. Si, par miracle, vous voyez la fourgonnette et avez suffisamment de temps pour vous échapper, ne regardez pas le conducteur. Ne cherchez pas à regarder le conducteur. Si vous le voyez, dépêchez-vous d'entrer et ignorez le carillon. Enfin, si votre enfant est emmené mais que vous avez pu vous échapper, préparez-vous. Ce qui rentre à la maison plus tard dans la nuit n'est pas lui. Ignorez-le. Il partira. J'ai appris cela à mes dépens. Je suppose que j'ai l'air d'un fou. J'aimerais l'être. J'aimerais que ce ne soit qu'un putain de cauchemar dont je pourrais me réveiller en sueur sous une douche chaude et l'oublier. Je comprends. Ma parole n'a aucune crédibilité. Peut-être que vous m'écouterez vraiment si je vous dis ce qui s'est passé. Un vendredi, la fin d'un été parfait. Le monde entier semblait figé dans l'ambre. Ma fille et ma femme profitaient d'une journée entre filles et mon fils et moi, de notre journée entre garçons. Les enfants avaient tous les deux 8 ans, des jumeaux, si vous vous posez la question, et ils étaient encore à cet âge où traîner avec papa et maman était cool. Nous rentrions du parc lorsqu'un tintement familier a résonné dans le quartier, le marchand de glace était arrivé dans notre petit coin de banlieue. Les yeux bleus de mon fils Kyle se sont agrandis, une petite mèche de ses cheveux blonds tombant sur son front alors qu'il me regardait. Il n'a même pas eu besoin de demander. Bien sûr, mon grand, ai-je dit en souriant. Il a sauté de joie et a couru le long du trottoir, tandis que la fourgonnette blanche et carrée de Mr. Frosty tournait au coin de la rue et descendait notre lotissement tranquille. Elle a couiné en s'arrêtant à côté de mon fils, à environ 7 mètres de moi. J'ai regardé Kyle se tenir sous le petit auvent, ses grands yeux scrutant le menu. Je ne pouvais pas voir le conducteur. La fenêtre était teintée, mais quelqu'un devait être à l'intérieur, car la petite fenêtre de service s'est ouverte avec un grincement. Je n'aurais pas dû l'entendre de ma position, mais c'est ce que j'ai fait. Le son horrible du métal bosselait grinçant sur des roulettes rouillées. L'intérieur de la camionnette était plongé dans l'ombre. Comme si la lumière oblique du soleil de l'après-midi ne correspondait pas à cette obscurité profonde et sinistre. J'aurais dû me rendre compte que quelque chose n'allait pas. Ça faisait bizarre. J'ai soudainement eu froid. Comme si la camionnette avait envoyé un vent glacial sur la route. Jusqu'à ce moment-là, j'avais pris mon temps pour rejoindre mon fils. Je me promenais tranquillement sur le trottoir. Puis ce frisson a rongé mes os. Il a déclenché quelque chose de primitif. Une sirène de raid aérien hurlait dans ma tête. Chaque fibre de mon être me criait que quelque chose n'allait pas. Et pour la première fois de ma vie, j'ai réagi sans réfléchir. Je ne sais pas pourquoi je l'ai fait, mais j'ai commencé à courir. Un sprint aveugle, une accélération explosive sur le trottoir. Ma poitrine s'est resserrée. Mon cœur battant et gonflé se battait avec mes poumons pour avoir de l'espace dans une cage thoracique trop petite et remplie de ciment séchant. Les maisons de famille bourgeoise familière avec des garnitures blanches et des pelouses bien entretenues, se sont brouillées en une mer de couleurs alors que je filais sur le trottoir. Mes jambes se déplaçaient comme des ciseaux sous moi. Mes bras pompaient. Mon souffle froid fouettait mes poumons qui se resserraient. Je ne pense pas que Kyle m'ait entendu. Je n'ai pas crié,
je ne l'ai pas supplié de revenir. Ma gorge était pleine d'un souffle visqueux, rien de plus, aucun son ne serait sorti de moi, à part le sifflement aigu de l'air qui sciait mes poumons. Peut-être que Kyle a entendu le choc sourd de mes baskets sur le trottoir, mais je ne pense pas qu'il ait même entendu cela. Il a senti que quelque chose n'allait pas. Il l'a senti avec cette capacité surnaturelle que seuls les enfants possèdent, qui leur dit quand maman et papa se disputent, même s'ils ne peuvent pas l'entendre de l'autre bout de la maison. Il s'est retourné, ses cheveux blonds fouettant le vent. Il m'a regardé avec ses yeux bleus perçants. Bleus, comme deux petits océans rafraîchissant un visage bronzé. Et puis le marchand de glace l'a pris. La masse de pattes d'araignée a jailli de l'obscurité et a aspiré mon fils dans la fenêtre, comme du film plastique dans un aspirateur. Il a été tiré comme une poupée de chiffon dans le tourbillon de tentacules poilus et articulés. Là, j'ai crié. J'ai hurlé le nom de mon fils. Il n'a pas eu le temps de crier. J'ai entendu un sifflement d'air s'échapper de sa bouche alors que les pattes d'araignée le tiraient par le ventre. Il a disparu dans la fenêtre. Sa tête a heurté le haut du cadre et a basculé vers l'avant. Il a pendu comme un objet inanimé par le cou alors qu'il disparaissait à l'intérieur de la camionnette. J'ai couru plus vite. Le monde s'inclinait et vacillait sous mes pieds. Comme si je courais sur le pont d'un navire en mer agitée. Ma vision s'est brouillée, a doublé, s'est unie et s'est concentrée alors que je me précipitais vers la camionnette de glace. Puis je me suis figé. Mes poumons se sont tendus comme des élastiques et un mince sifflement d'air s'est échappé de mes narines. Tout mon corps s'est redressé. Mon cœur galopait comme un troupeau de bisons d'1 kilomètre dans ma cage thoracique. L'intérieur de la camionnette était impossible. C'était trop grand. C'était un cauchemar dystopique. Comme si la camionnette était un portail vers un abattoir gigantesque. Les coquilles pourries de rampes à bétail et de linoléum taché de sang donnaient de la texture à une installation en expansion, comme les fossiles d'une industrie oubliée. Mais elle n'était pas oubliée. C'était sombre, plongé dans l'ombre, mais je pouvais voir leur forme pâle et frêle, marchant en boitant vers l'abattoir. Des visages flasques. Des yeux vitreux. Comme des poupées brisées et maltraitées. Le bétail était des enfants. Des centaines d'entre eux. Couverts de leur propre saleté, ils rampaient dans les couloirs tandis que des personnages corpulents vêtus de tabliers tachés de sang et de masques faciaux de type UJ les abattaient vivants. Il n'y avait pas de cris. C'était le pire. Il y avait un silence de mort. Juste le léger bruit de pieds qui se traînent, le son mouillé et horrible des couteaux incurvés qui lacèrent les gorges, le bruit sirupeux du sang qui tombe au sol. Les morts étaient hissés par les chevilles sur un système de convoyeurs, comme dans une blanchisserie, qui les transportait à travers un portail sombre vers l'inconnu, une chaude traînée de sang s'échappant toujours de leurs coups tranchés. Je ne pouvais pas respirer. Je ne pouvais pas cligner des yeux. J'ai senti mon estomac se tordre de nausées, une vague de vomi chaude menaçant de se déverser. Puis quelque chose m'a attrapé. J'ai tressailli et j'ai crié alors que la petite main pâle cherchait son papa. C'était Kyle, la tête penchée à un angle contre nature sur son cou cassé. Ses yeux étaient morts. Mais une petite partie de lui était encore enterrée quelque part là-dedans. Car il a dit un seul mot d'une voix que je n'entendrai plus jamais. Cours. Puis il a claqué la fenêtre de service. Alors qu'elle se fermait, j'ai vu la masse de pattes d'araignée qui l'encerclait par derrière, comme des doigts entrelacés. Les pattes poilues lui couvraient la bouche. Ses yeux. Elle le tirait en arrière, l'envoyant sur la ligne de l'abattoir. Puis la camionnette est partie. La chanson du marchand de glace crépitait joyeusement depuis son haut-parleur monté sur le toit. Elle a ronronné dans la rue, a tourné au coin et a disparu de ma vue, emportant mon fils unique pour toujours. Je n'oublierai jamais les cris de ma femme lorsqu'elle est rentrée à la maison. Quand, au milieu du chaos des gyrophares de la police et des détectives en costume bon marché, je lui ai dit ce qui s'était passé. Son visage s'est froissé. Elle est tombée à genoux et a hurlé pour son fils. J'ai serré ma fille dans mes bras et j'ai pleuré dans ses boucles blondes. Les premières 24 heures sont les plus importantes dans les affaires d'enlèvement. Mais je savais que cela n'avait aucune importance. Je savais ce que j'avais vu, je savais que mon fils était parti pour toujours. Ce qui s'est avéré ne pas être tout à fait vrai, mais je le savais quand même cet après-midi-là, lorsque Kyle s'est arrêté pour une glace. Je n'ai pas dit aux détectives ce que j'avais vu. Comment aurais-je pu ? Ils auraient pensé que j'inventais des histoires pour me décharger de ma culpabilité d'avoir perdu mon fils unique et ils m'auraient enfermé dans une salle d'interrogatoire en tant que principal suspect. Alors j'ai menti.
Je leur ai dit qu'une camionnette de glace Mr. Frosty l'avait emmené. Ils ont émis une alerte nationale. Ils n'ont rien trouvé. Ma femme, Jessica, et moi n'avons pas dormi cette nuit-là. Son visage était gonflé, ses yeux rouges d'avoir pleuré. Maya comprenait ce qui se passait. Bien sûr qu'elle le faisait. Même si elle n'avait que 8 ans, elle était très intelligente et rapide à comprendre les choses. Elle savait aussi que maman et papa avaient besoin d'être seuls, alors elle est allée se coucher sans faire d'histoire. J'étais engourdi. Tout mon corps était froid. C'était un mensonge maladif de donner un peu d'espoir à ma femme. Je savais au fond de moi que notre fils était mort. Tous ses enfants étaient morts. Traînés aveuglément sur la rampe de la mort jusqu'à ces choses gigantesques avec des tabliers sanglants, avec leurs couteaux imbibés de sang et leurs affreux masques de froid usés. Ma femme avait dit quelque chose. Je l'ai regardée. Quoi? Elle s'est mouchée dans un mouchoir. Elle l'a froissé. Kyle est dehors. Nous devrions aller le chercher. Essayez de trouver cette camionnette. Elle m'a jeté un regard accusateur. Elle m'en voulait. Je savais qu'elle le faisait. Ce qui n'était pas sa faute. La police a dit que nous devions. J'ai interrompu ma phrase. La silhouette pâle de ma fille, vêtue de son pyjama et serrant sa couverture rose, était apparue sur le pas de la porte. Chérie, je me suis levé et j'ai serré Maya dans mes bras. Elle m'a regardé. Ses yeux étaient grands ouverts. Grands ouverts de peur. Peur de moi? Non. Non. À ce moment-là, j'ai su ce qui l'effrayait. Il est à la maison, papa, a-t-elle dit. Kyle est à la maison. Je ne sais pas combien d'entre eux sont infectés, alors vous devez écouter attentivement. C'est une question de vie ou de mort. Ils arrivent en plein après-midi, leur fourgonnette blanche et carrée sillonnant les rues du quartier, ce carillon familier de la chanson du marchand de glace qui retentit des haut-parleurs montés sur le toit, attirant les enfants du quartier. Si vous entendez la chanson, celle que tout le monde connaît, couvrez-vous les oreilles jusqu'à ce que vous soyez à l'intérieur. Une fois à l'intérieur, fermez les rideaux, accroupissez-vous dans le coin le plus sombre de votre maison et attendez que la tempête passe. Et quoi que vous fassiez, ne laissez pas vos enfants s'approcher de la fourgonnette. Je ne sais pas comment cela a commencé ni si cela se terminera, je ne pense pas que ce soit le cas, mais la seule chose qui compte, c'est que vous suiviez les règles. C'est une liste incomplète. Je ne sais pas tout, et je ne veux pas le savoir. Mais j'en sais assez pour créer un guide de survie qui pourrait empêcher d'autres de connaître la ruine qui a détruit ma famille. Alors, si vous voulez rester en vie, écoutez attentivement. Couvrez-vous les oreilles lorsque vous entendez le carillon. Assurez-vous que vos enfants le font aussi. S'ils peuvent l'entendre, la fourgonnette les attirera comme un aimant. Si cela se produit, il est déjà trop tard. Si votre enfant s'approche de la fourgonnette, tournez-vous et courez. Il est perdu, comme s'il était parti pour de bon. Il est inutile d'essayer de le sauver, c'est une chose lâche à faire, mais sauvez-vous. La règle précédente devient plus importante si vous avez d'autres membres de votre famille. Si vous disparaissiez aussi, il viendrait vous chercher. Et la fourgonnette attendra. Si, par miracle, vous voyez la fourgonnette et avez suffisamment de temps pour vous échapper, ne regardez pas le conducteur. Ne cherchez pas à regarder le conducteur. Si vous le voyez, dépêchez-vous d'entrer et ignorez le carillon. Enfin, si votre enfant est emmené mais que vous avez pu vous échapper, préparez-vous. Ce qui rentre à la maison plus tard dans la nuit n'est pas lui. Ignorez-le. Il partira. J'ai appris cela à mes dépens. Je suppose que j'ai l'air d'un fou. J'aimerais l'être. J'aimerais que ce ne soit qu'un putain de cauchemar dont je pourrais me réveiller en sueur sous une douche chaude et l'oublier. Je comprends. Ma parole n'a aucune crédibilité. Peut-être que vous m'écouterez vraiment si je vous dis ce qui s'est passé. Un vendredi, la fin d'un été parfait. Le monde entier semblait figé dans l'ambre. Ma fille et ma femme profitaient d'une journée entre filles et mon fils et moi, de notre journée entre garçons. Les enfants avaient tous les deux 8 ans, des jumeaux, si vous vous posez la question, et ils étaient encore à cet âge où traîner avec papa et maman était cool. Nous rentrions du parc lorsqu'un tintement familier a résonné dans le quartier, le marchand de glace était arrivé dans notre petit coin de banlieue. Les yeux bleus de mon fils Kyle se sont agrandis, une petite mèche de ses cheveux blonds tombant sur son front alors qu'il me regardait. Il n'a même pas eu besoin de demander. Bien sûr, mon grand, ai-je dit en souriant. Il a sauté de joie et a couru le long du trottoir, tandis que la fourgonnette blanche et carrée de Mr. Frosty tournait au coin de la rue et descendait notre lotissement tranquille. Elle a couiné en s'arrêtant à côté de mon fils,
à environ 7 mètres de moi. J'ai regardé Kyle se tenir sous le petit auvent, ses grands yeux scrutant le menu. Je ne pouvais pas voir le conducteur. La fenêtre était teintée, mais quelqu'un devait être à l'intérieur, car la petite fenêtre de service s'est ouverte avec un grincement. Je n'aurais pas dû l'entendre de ma position, mais c'est ce que j'ai fait. Le son horrible du métal bosselé grinçant sur des roulettes rouillées. L'intérieur de la camionnette était plongé dans l'ombre. Comme si la lumière oblique du soleil de l'après-midi ne correspondait pas à cette obscurité profonde et sinistre. J'aurais dû me rendre compte que quelque chose n'allait pas. Ça faisait bizarre. J'ai soudainement eu froid. Comme si la camionnette avait envoyé un vent glacial sur la route. Jusqu'à ce moment-là, j'avais pris mon temps pour rejoindre mon fils. Je me promenais tranquillement sur le trottoir. Puis ce frisson a rongé mes os. Il a déclenché quelque chose de primitif. Une sirène de raid aérien hurlait dans ma tête. Chaque fibre de mon être me criait que quelque chose n'allait pas. Et pour la première fois de ma vie, j'ai réagi sans réfléchir. Je ne sais pas pourquoi je l'ai fait, mais j'ai commencé à courir. Un sprint aveugle, une accélération explosive sur le trottoir. Ma poitrine s'est resserrée. Mon cœur battant et gonflé se battait avec mes poumons pour avoir de l'espace dans une cage thoracique trop petite et remplie de ciment séchant. Les maisons ou les maisons de famille bourgeoises familières avec des garnitures blanches et des pelouses bien entretenues, se sont brouillées en une mer de couleurs alors que je filais sur le trottoir. Mes jambes se déplaçaient comme des ciseaux sous moi. Mes bras pompaient. Mon souffle froid fouettait mes poumons qui se resserraient. Je ne pense pas que Kyle m'ait entendu. Je n'ai pas crié, je ne l'ai pas supplié de revenir. Ma gorge était pleine d'un souffle visqueux, rien de plus, aucun son ne serait sorti de moi, à part le sifflement aigu de l'air qui sciait mes poumons. Peut-être que Kyle a entendu le choc sourd de mes baskets sur le trottoir, mais je ne pense pas qu'il ait même entendu cela. Il a senti que quelque chose n'allait pas. Il l'a senti avec cette capacité surnaturelle que seuls les enfants possèdent, qui leur dit quand maman et papa se disputent, même s'ils ne peuvent pas l'entendre de l'autre bout de la maison. Il s'est retourné, ses cheveux blonds fouettant le vent. Il m'a regardé avec ses yeux bleus perçants. Bleus, comme deux petits océans rafraîchissant un visage bronzé. Et puis le marchand de glace l'a pris. La masse de pattes d'araignée a jailli de l'obscurité et a aspiré mon fils dans la fenêtre, comme du film plastique dans un aspirateur. Il a été tiré comme une poupée de chiffon dans le tourbillon de tentacules poilus et articulés. Là, j'ai crié. J'ai hurlé le nom de mon fils. Il n'a pas eu le temps de crier. J'ai entendu un sifflement d'air s'échapper de sa bouche alors que les pattes d'araignée le tiraient par le ventre. Il a disparu dans la fenêtre. Sa tête a heurté le haut du cadre et a basculé vers l'avant. Il a pendu comme un objet inanimé par le cou alors qu'il disparaissait à l'intérieur de la camionnette. J'ai couru plus vite. Le monde s'inclinait et vacillait sous mes pieds. Comme si je courais sur le pont d'un navire en mer agitée. Ma vision s'est brouillée, a doublé, s'est unie et s'est concentrée alors que je me précipitais vers la camionnette de glace. Puis je me suis figé. Mes poumons se sont tendus comme des élastiques et un mince sifflement d'air s'est échappé de mes narines. Tout mon corps s'est redressé. Mon cœur galopait comme un troupeau de bisons d'1 kilomètre dans ma cage thoracique. L'intérieur de la camionnette était impossible. C'était trop grand. C'était un cauchemar dystopique. Comme si la camionnette était un portail vers un abattoir gigantesque. Les coquilles pourries de rampes à bétail et de linoléum taché de sang donnaient de la texture à une installation en expansion, comme les fossiles d'une industrie oubliée. Mais elle n'était pas oubliée. C'était sombre, plongé dans l'ombre, mais je pouvais voir leur forme pâle et frêle, marchant en boitant vers l'abattoir. Des visages flasques. Des yeux vitreux. Comme des poupées brisées et maltraitées. Le bétail était des enfants. Des centaines d'entre eux. Couverts de leur propre saleté, ils rampaient dans les couloirs tandis que des personnages corpulents vêtus de tabliers tachés de sang et de masques faciaux de type UJ les abattaient vivants. Il n'y avait pas de cris. C'était le pire. Il y avait un silence de mort. Juste le léger bruit de pieds qui se traînent, le son mouillé et horrible des couteaux incurvés qui lacèrent les gorges, le bruit sirupeux du sang qui tombe au sol. Les morts étaient hissés par les chevilles sur un système de convoyeurs, comme dans une blanchisserie, qui les transportait à travers un portail sombre vers l'inconnu, une chaude traînée de sang s'échappant toujours de leurs coups tranchés. Je ne pouvais pas respirer. Je ne pouvais pas cligner des yeux. J'ai senti mon estomac se tordre de nausées, une vague de vomi chaude menaçant de se déverser. Puis quelque chose m'a attrapé.
J'ai tressailli et j'ai crié alors que la petite main pâle cherchait son papa. C'était Kyle, la tête penchée à un angle contre nature sur son cou cassé. Ses yeux étaient morts. Mais une petite partie de lui était encore enterrée quelque part là-dedans. Car il a dit un seul mot d'une voix que je n'entendrai plus jamais. Cours. Puis il a claqué la fenêtre de service. Alors qu'elle se fermait, j'ai vu la masse de pattes d'araignée qui l'encerclait par derrière, comme des doigts entrelacés. Les pattes poilues lui couvraient la bouche. Ses yeux. Elle le tirait en arrière, l'envoyant sur la ligne de l'abattoir. Puis la camionnette est partie. La chanson du marchand de glace crépitait joyeusement depuis son haut-parleur monté sur le toit. Elle a ronronné dans la rue, a tourné au coin et a disparu de ma vue, emportant mon fils unique pour toujours. Je n'oublierai jamais les cris de ma femme lorsqu'elle est rentrée à la maison. Quand, au milieu du chaos des gyrophares de la police et des détectives en costume bon marché, je lui ai dit ce qui s'était passé. Son visage s'est froissé. Elle est tombée à genoux et a hurlé pour son fils. J'ai serré ma fille dans mes bras et j'ai pleuré dans ses boucles blondes. Les premières 24 heures sont les plus importantes dans les affaires d'enlèvement. Mais je savais que cela n'avait aucune importance. Je savais ce que j'avais vu, je savais que mon fils était parti pour toujours. Ce qui s'est avéré ne pas être tout à fait vrai, mais je le savais quand même cet après-midi-là, lorsque Kyle s'est arrêté pour une glace. Je n'ai pas dit au détective ce que j'avais vu. Comment aurais-je pu ? Ils auraient pensé que j'inventais des histoires pour me décharger de ma culpabilité d'avoir perdu mon fils unique et ils m'auraient enfermé dans une salle d'interrogatoire en tant que principal suspect. Alors j'ai menti. Je leur ai dit qu'une camionnette de glace Mr. Frosty l'avait emmené. Ils ont émis une alerte nationale. Ils n'ont rien trouvé. Ma femme, Jessica, et moi n'avons pas dormi cette nuit-là. Son visage était gonflé, ses yeux rouges d'avoir pleuré. Maya comprenait ce qui se passait. Bien sûr qu'elle le faisait. Même si elle n'avait que 8 ans, elle était très intelligente et rapide à comprendre les choses. Elle savait aussi que maman et papa avaient besoin d'être seuls, alors elle est allée se coucher sans faire d'histoire. J'étais engourdi. Tout mon corps était froid. C'était un mensonge maladif de donner un peu d'espoir à ma femme. Je savais au fond de moi que notre fils était mort. Tous ses enfants étaient morts. Traînés aveuglément sur la rampe de la mort jusqu'à ces choses gigantesques avec des tabliers sanglants, avec leurs couteaux imbibés de sang et leurs affreux masques de froid usés. Ma femme avait dit quelque chose. Je l'ai regardée. Quoi ? Elle s'est mouchée dans un mouchoir. Elle l'a froissé. Kyle est dehors. Nous devrions aller le chercher. Essayez de trouver cette camionnette. Elle m'a jeté un regard accusateur. Elle m'en voulait. Je savais qu'elle le faisait. Ce qui n'était pas sa faute. La police a dit que nous devions. J'ai interrompu ma phrase. La silhouette pâle de ma fille, vêtue de son pyjama et serrant sa couverture rose, était apparue sur le pas de la porte. Chérie, je me suis levé et j'ai serré Maya dans mes bras. Elle m'a regardé. Ses yeux étaient grands ouverts. Grands ouverts de peur. Peur de moi ? Non. Non. À ce moment-là, j'ai su ce qui l'effrayait. Il est à la maison, papa, a-t-elle dit. Kyle est à la maison. Ce qui se trouvait à la porte dérobée n'était pas notre fils. Il lui ressemblait. Il marchait comme lui. Il n'était pas lui. Il était pâle. Couvert de saleté. Ses yeux étaient froids et morts, plus les chaudes flaques d'océan qu'ils avaient été, mais 2 billes gelées qui pouvaient geler d'un seul regard. Ma femme sanglotait. Elle a serré Kyle dans ses bras. Il ne lui a pas rendu son étreinte. Les yeux froids étaient fixés sur moi. Un sourire en coin ornant son visage. « Pourquoi as-tu fait ça, papa ?» a-t-il dit alors que nous l'amenions dans le salon. J'ai senti le corps de Maya se raidir contre le mien. Je savais que quelque chose de terrible allait se passer. « Quoi ?» a demandé ma femme à notre fils. « Pourquoi as-tu essayé de me tuer ? Tu as essayé de me tuer, ah, papa ? Pourquoi ? Je pensais que tu m'aimais, papa. Je pensais que tu allais. » Sa tête a basculé en arrière à un angle impossible sur son cou, et sa bouche s'est tordue en un « O » sombre. Il a émis un gargouillement guttural. Ses yeux se sont retournés vers l'intérieur, ne laissant que le blanc visible. Jessica m'a regardé avec des yeux écarquillés, puis a regardé Kyle. Je ne pense pas qu'elle ait remarqué que je commençais à reculer. Je ne pense pas que je l'ai remarqué moi-même. Nous reculions dans le salon, tandis que Kyle avançait vers nous, nous forçant à battre en retraite. Maya avait commencé à sangloter dans ma chemise. Ses larmes chaudes et salées réchauffaient ma poitrine.
Le haut de la bouche de Kyle a continué à s'élargir, à s'ouvrir davantage alors qu'il parlait à nouveau. Seulement, cette fois, ses lèvres ne bougeaient pas. Et la voix, plus grave, déformée, comme les mots d'un démon sortant de la bouche d'un possédé, a sifflé de sa gorge. « Pourquoi, papa? Pourquoi diable as-tu fait ça? Tu aimes tuer des enfants, papa? Tu veux tuer Maya? Tu veux voir ses traits s'emmêler dans des morceaux de cerveau? Arrête. » Ma voix était faible, à peine un murmure. La chose a ri alors que la bouche de Kyle s'ouvrait encore plus. Ses lèvres étaient couvertes de bile. Ses dents étaient brunes et déchiquetées. La tête de Jessica tournait entre notre fils et moi. Ses jambes ont heurté le canapé, et la gravité l'a poussée dans les coussins. Elle a émis un « oh » de surprise. Il a été étouffé par la voix rauque qui avait détourné la bouche de mon fils. « Tu veux découper sa petite tête ?» La frapper jusqu'à ce qu'elle s'effrite et que toutes ses petites pensées et sentiments de petite fille s'en échappent? Les commissures de la bouche de mon fils se sont déchirées. Des filets de sang coulaient le long de sa gorge. Sa bouche s'ouvrait encore plus, comme si sa tête se brisait en deux sur une charnière. « Fais-le arrêter, papa !» a gémi Maya. Je ne pouvais pas parler. Ma voix était partie. Je l'ai cherché, ma pomme d'Adam montant et descendant, mais rien n'est sorti. La bouche de Kyle s'ouvrait de plus en plus, les os et les tendons grinçants et craquants, le bas de son visage maculé de sang. « Tu veux être un boucher, papa ?» La voix dans mon fils a ri. Découper le cartilage et les veines et le morceau de viande rose qui relie les petites têtes au petit corps? Sentir le sang chaud sur tes mains? Sentir ton couteau gratter l'os alors qu'elle se vide de leur sang? J'ai vu sa gorge se dilater et onduler, comme si un amas de doigts essayait d'en sortir en rampant. Tu veux voir la lumière saigner de leurs yeux alors que leur vie saigne de leur gorge? Tu veux, papa? Tu veux? Puis la tête de Kyle a été tirée en arrière, ses joues se sont déchirées, sa bouche s'est ouverte de force en une grimace horrible et démoniaque, et la masse de pattes d'araignée poilue a éclaté de sa gorge. Ma femme a commencé à crier et l'une des pattes d'araignée a claqué son visage. Sa tête a tourné, s'est cassée, et elle s'est effondrée en avant, avec autant de vie dans ses os qu'un sac de grains. Cela m'a incité à agir. J'ai jeté ma fille sur le canapé et je me suis précipité vers les ustensiles de cheminée. Les pattes d'araignée crépitaient et claquaient, scintillant comme un enchevêtrement de vigne de la bouche brisée de mon fils. Maya a crié. Son visage était déformé par la terreur. Les pattes d'araignée se sont jetées sur elle, se sont élancées vers sa petite forme délicate. J'ai arraché le tisonnier du support et je me suis retourné, utilisant mon élan vers l'avant pour abattre l'outil avec toute la force que je pouvais rassembler. Mais j'ai échoué. Oh mon Dieu, comme j'ai échoué. Maya s'est jetée en arrière. Elle s'est éloignée de la chose araignée qui essayait de la tuer. Elle s'est jetée directement dans l'arc de mon cou. L'extrémité pointue du tisonnier a frappé le centre de son crâne et s'est enfoncée dans son cerveau. J'ai entendu l'os se briser comme du verre. J'ai senti le fer glisser dans les plis spongieux de son cerveau. Elle est tombée comme si elle était une marionnette et que j'avais coupé ses ficelles. Un petit sanglot s'est échappé d'elle alors qu'elle s'effondrait face contre terre avec un bruit d'impact dégoûtant. Sa main s'est refermée en un petit poing, puis elle est morte. La chose de Kyle s'est mise à hurler de rire. Elle s'est tournée vers moi. Les pattes d'araignée tressaillaient et pulsaient, claquant dans toutes les directions comme 10 de ces décorations gonflables de concessionnaires automobiles. « Tu aimes tuer des enfants, papa? Tu aimes ?» Kyle a halté de surprise. Les pattes d'araignée se sont figées comme des soldats au garde à vous, tandis que l'animation disparaissait du visage de mon fils. L'extrémité du tisonnier, que j'avais arraché du cerveau brisé de Maya, dépassait maintenant de l'œil gauche de mon fils. Son globe oculaire bleu océan était ratatiné. Un mince filet de pus coulait sur sa joue. Puis les tentacules se sont retirés dans sa bouche avec un gargouillement guttural, et mon fils est effondré, mort comme le reste de ma famille. Je me suis tenu là, souillé du sang de mes enfants, et j'ai commencé à pleurer. J'entends les sirènes se rapprocher. J'écris ceci comme un avertissement. Une prière pour que d'autres écoutent. Je ne cherche pas l'absolution. Je suis brisé. Un homme ruiné par le camion de glace qui est passé par une chaude journée d'été. Je suis sûr que vous verrez mon nom dans le journal en gros caractères, à côté d'une variation du terme. Tueur de famille. Mais ce n'était pas moi. J'ai ma culpabilité, oh mon Dieu, combien j'en ai, mais je n'étais pas seul. S'il vous plaît, ne faites pas les mêmes erreurs que moi. Et si vos enfants veulent une glace, achetez un pot au magasin.
Elle a le même goût.